Deux chiffres surgissent, 5 milliards et une arrestation unique. Et tout bascule d'un coup sec soudain. Le contraste entre une pression financière extérieure massive et une réponse méthodique des unités loyales installe une tension froide qui redessine les lignes invisibles de la souveraineté sans éclat visible. Que signifie, pour le spectateur, cette résistance affichée par Ibrahim Traoré face à un mécanisme d'ingérence aussi ordonné? Et pourquoi ce détail devrait-il retenir votre attention? En quelques instants, c'est l'équilibre institutionnel d'un système entier qui vacille sous une pression calculée, durable et silencieuse. Ici, une promesse claire et un enjeu mesurable se dessinent pour le lecteur attentif. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre comment une séquence technique peut révéler des fragilités systémiques durables. En 10 minutes de lecture attentive, le spectateur gagne une grille simple pour lire des risques invisibles. L'intérêt central réside dans la capacité à relier des signaux dispersés sans extrapolation. À partir des documents disponibles, l'analyse s'organise autour d'une question de méthode plutôt que d'opinion. Comment une anomalie financière, une circulation inhabituelle et une procédure standard peuvent-elles converger vers un même diagnostic opérationnel? Cette approche permet d'éviter deux écueils fréquents, la dramatisation hâtive et la minimisation routinière. Elle met aussi en lumière ce qui est souvent perdu dans le flux des nouvelles rapides, le temps long de la vérification, la hiérarchie des indices et la discipline analytique. Pour le lecteur, l'enjeu est concret. Comprendre ces mécanismes aide à distinguer un incident isolé d'une dynamique structurelle et à mesurer pourquoi certaines décisions prennent du poids sans faire de bruit. Une faille révélée ouvre parfois un paysage entier, surtout lorsqu'un chiffre transforme une intuition en signal. Les documents disponibles montrent qu'un écart chiffré de 17% dans certains flux internes a suffi à faire basculer une simple anomalie vers un indice structurel. Ce pourcentage, modeste en apparence, change immédiatement le cadre d'analyse autour d'Ibrahim Traoré et impose une relecture méthodique de la situation. Cet écart n'est ni attribué à un retard technique, ni à un incident isolé. Il apparaît comme le symptôme d'une dérive installée dans la manière dont certaines unités transmettent ou reçoivent l'information. À partir de là, la logique d'enquête se réorganise. Les équipes techniques comparent des données historiques avec des flux récents, établissent des tableaux de variation et cherchent à distinguer ce qui relève de la fluctuation normale de ce qui persiste anormalement. L'objectif n'est pas de désigner une responsabilité, mais d'identifier l'endroit précis où la cohérence opérationnelle commence à se fragmenter. Dans ce contexte, un groupe de coordination est chargé d'harmoniser les observations pour éviter une multiplication d'interprétations locales. Ce recentrage permet de stabiliser la lecture globale. L'enjeu dépasse le suivi d'un individu et concerne la capacité du système à mesurer la profondeur d'éventuelles ingérences. L'incident financier évoqué au départ, marqué par une tentative avortée et une seule arrestation, cesse alors d'être perçu comme un fait singulier. Il devient la manifestation visible d'une pression plus large accumulée dans le temps et ajustée avec précision. Ce cadre éclaire la tension structurelle. Si un simple écart numérique suffit à déclencher une enquête segmentée, c'est que les mécanismes de protection fonctionnent sur un seuil étroit entre vigilance accrue et surcharge analytique. Autour d'Ibrahim Traoré, cette réalité impose une lecture prudente mais rigoureuse, centrée sur les dynamiques plutôt que sur les apparences immédiates. Les premiers repères narratifs ne viennent pas d'un événement spectaculaire, mais d'un travail discret conduit par un groupe restreint d'officiers spécialisés. Leur rôle, tel que décrit dans les documents, n'est jamais politique. Il consiste à appliquer des procédures classiques de contre-ingérence afin d'évaluer si un comportement observé correspond à un risque réel ou à une irrégularité contextuelle. Cette neutralité méthodologique constitue le socle de toute la séquence. Leur approche repose sur une succession de gestes précis et graduels. Vérifier des déplacements, recouper des contacts, observer des échanges, puis contrôler les éléments matériels disponibles. Chaque étape est conçue pour éviter la précipitation et limiter les biais d'interprétation. Cette méthode crée un fil conducteur clair, comprendre avant d'agir, accumuler avant de conclure. Un premier cas illustre cette logique.
Un individu étranger circule entre plusieurs sites militaires et civils sans justification opérationnelle claire. Son comportement n'est pas explicitement menaçant, mais la répétition de ces allers-retours installe une zone d'incertitude. Les officiers notent, consignent, comparent. Aucun signal pris isolément ne déclenche une action, mais leur convergence progressive justifie une observation rapprochée. Les effets précoces sont avant tout méthodologiques. La surveillance se densifie. Les points de friction se clarifient. La chaîne décisionnelle s'ajuste pour maintenir l'équilibre entre vigilance et retenue. Cette phase montre comment un système réagit lorsqu'un signal faible commence à se renforcer sans encore franchir le seuil de l'alerte formelle. Le point essentiel tient en peu de mots. La cohérence naît toujours d'observations accumulées. L'activation initiale naît d'un signalement simple et presque banal. Un individu étranger circule entre plusieurs sites militaires et civils sans motif opérationnel clairement établi. Les rapports décrivent une vigilance accrue mais sans alarme. À ce stade, rien ne justifie une action visible. La procédure standard prévaut: observer, consigner, comparer. Cette retenue marque le début d'une séquence où chaque décision dépend de la solidité des éléments accumulés et non d'une intuition isolée. La montée en intensité s'installe lorsque les vérifications successives révèlent des correspondances matérielles inattendues. Les équipes examinent des registres, recoupent des identités, suivent des contacts et confrontent des communications autorisées aux cadres réglementaires existants. Des numéros étrangers apparaissent dans les documents consultés. Leur présence n'est pas interprétée comme une preuve, mais comme un indicateur nécessitant une exploration méthodique. À mesure que les signaux se multiplient, le doute initial se transforme en hypothèse structurée, suffisamment cohérente pour justifier une surveillance renforcée. Dans cette phase, un choix tactique précis est consigné. Les officiers simulent pendant plusieurs jours un intérêt prudent pour les propositions évoquées par l'individu observé. L'objectif n'est ni l'acceptation ni la négociation, mais la collecte d'informations. Cette posture patiente permet d'identifier l'intention réelle, d'évaluer l'éventuelle organisation sous-jacente et de repérer d'éventuels relais régionaux. Les documents insistent sur l'absence de précipitation. La méthode privilégie la documentation et la confirmation progressive plutôt que l'action immédiate. Le point culminant intervient lors de la rencontre planifiée du 8 novembre. L'opération est décrite comme calibrée et discrète. Sécuriser l'environnement, réduire les risques, collecter des éléments matériels concrets. La valise, les enregistrements et les listes de contacts deviennent alors les pièces centrales de la phase d'exploitation. Ce moment transforme une observation lente en action décisive. Il marque aussi un changement de statut pour l'incident, qui cesse d'être perçu comme une initiative individuelle pour s'inscrire dans un système de sollicitation extérieure plus vaste. Autour d'Ibrahim Traoré, cette transition donne un relief particulier à la notion de pression méthodique exercée sur des marges institutionnelles étroites. L'onde résiduelle apparaît immédiatement après. Les services compétents exploitent le téléphone, l'ordinateur et les documents physiques saisis. Chaque support révèle des fragments d'interaction. Flux financiers évoqués, métadonnées, contacts liés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes. Les analystes procèdent à une cartographie fonctionnelle. Ils distinguent initiatives isolées, interactions opportunistes et schémas répétitifs, sans attribuer d'intention politique. Cette exploitation prolonge la logique initiale. Comprendre la structure avant toute leçon, toute conclusion. L'ensemble de la séquence illustre une dynamique en 4 temps, où chaque étape conditionne la suivante. Observer, vérifier, interpeller, exploiter. Autour d'Ibrahim Traoré, cette chronologie met en évidence une cohérence opérationnelle fondée sur la discipline analytique. L'événement visible n'est que la partie émergée d'un processus long, précis et volontairement contenu. Le passage du niveau de référence aux écarts observés constitue ici le point d'entrée analytique. Les documents montrent qu'un système jugé stable bascule dès lors que certains indicateurs s'écartent durablement de leur ligne de base. Cette transition, décrite sans interprétation normative, permet de comprendre comment des variations mesurables redéfinissent les marges d'action institutionnelles autour d'Ibrahim Traoré.
D'abord, un indicateur clé concerne un écart de 17% dans les flux internes. Pris isolément, ce chiffre pourrait sembler modeste. Rapporté à la continuité opérationnelle, il devient un signal structurant. Les rapports expliquent que ce delta transforme une anomalie ponctuelle en indice de dérive installé. Il suggère que les circuits de transmission ou de réception de l'information ne fonctionnent plus selon leur schéma de référence. En termes simples, la circulation reste active, mais sa cohérence se fragilise. Pour les équipes techniques, ce type d'écart justifie une révision complète des seuils d'alerte et des méthodes de comparaison historiques. Ensuite, un autre indicateur porte sur une hausse de 37% des revenus issus de l'or. Les sources présentent cette augmentation comme une modification mesurable de la structure de captation des ressources minières. Aucun jugement n'est formulé sur son origine précise. L'intérêt analytique réside ailleurs. Un tel delta indique que certains flux économiques internes ont changé d'échelle. Cette variation impose aux analystes de réévaluer la manière dont les ressources circulent, sont redistribuées et intégrées dans l'équilibre global. Autour d'Ibrahim Traoré, ce chiffre sert avant tout de repère pour mesurer la robustesse des canaux économiques dans un contexte de pression multiple. Enfin, un troisième indicateur complète l'ensemble, une progression de 28% des dépenses de sécurité. Cette hausse suggère un renforcement méthodique des capacités opérationnelles nationales. Les documents la relient à des besoins fonctionnels, équipements, logistique, formation, extension de dispositifs existants. Là encore, l'approche reste descriptive. Le delta indique un déplacement mesurable des priorités budgétaires. Il montre que la protection et la surveillance occupent une place croissante dans l'allocation des ressources, ce qui modifie l'équilibre interne sans fournir d'indices sur une intention politique. Pris ensemble, ces trois chiffres dessinent une dynamique cohérente. Un écart informationnel qui fragilise la circulation interne, une augmentation des revenus miniers qui modifie les équilibres économiques, un renforcement des dépenses de sécurité qui traduit une intensification fonctionnelle. Aucun de ces indicateurs ne suffit à lui seul. Leur combinaison, en revanche, permet de lire une transition structurelle. Le système ne se contente pas d'absorber des chocs. Il se reconfigure progressivement. Cette lecture baseline delta éclaire la logique des décisions techniques décrites dans les rapports. Elle explique pourquoi certaines procédures se densifient, pourquoi la coordination devient plus stricte et pourquoi la vigilance s'accroît sans communication spectaculaire. Autour d'Ibrahim Traoré, ces variations chiffrées ne racontent pas une intention, mais une adaptation mesurable à un environnement contraint. L'enjeu analytique tient donc à la discipline de lecture. Observer les chiffres, les comparer à leur niveau de référence. En déduire des ajustements possibles sans extrapolation. C'est dans cet espace, entre stabilité apparente et dérive quantifiée, que se joue la compréhension fine des mécanismes décrits par les sources. Les documents disponibles permettent de formuler deux cadres d'analyse solides sans les opposer de manière normative. Le premier cadre met l'accent sur la dépendance fonctionnelle aux partenariats extérieurs. Selon cette lecture, les économies enclavées ou à capacité logistique contrainte s'appuient historiquement sur des appuis externes pour stabiliser leur chaîne d'approvisionnement spécialisée. Dans cette perspective, toute contraction des aides conditionnées ou toute tension sur les flux internationaux représente un risque systémique. L'argument est robuste, il privilégie la continuité, la prévisibilité et l'intégration comme facteurs de résilience opérationnelle. Le second cadre se concentre sur la capacité d'ajustement interne. Il part des variations mesurables observées dans les flux économiques et budgétaires pour montrer qu'un rééquilibrage est possible lorsque certains apports extérieurs diminuent. La hausse des revenus miniers et l'intensification des dépenses de sécurité sont ici lus comme des indicateurs d'internalisation progressive des ressources. Cette approche ne présuppose aucune intention politique. Elle soutient simplement que des systèmes peuvent redistribuer leurs priorités et absorber des contraintes en s'appuyant sur des leviers internes identifiables. L'effort de présentation consiste à reconnaître la force de chaque raisonnement. Le premier rappelle que la rupture des ancrages externes peut fragiliser des fonctions critiques. Le second montre que des transformations internes mesurables peuvent compenser, au moins partiellement, ces tensions. Les deux cadres utilisent les mêmes données, mais leur donnent un poids différent selon la priorité accordée à la stabilité externe ou à la reconfiguration interne.
L'articulation proposée par les rapports repose sur une comparaison encadrée. Elle suggère que ces lectures ne s'excluent pas. Elles décrivent des temporalités distinctes. À court terme, la dépendance au partenariat pèse sur la continuité. À moyen terme, les ajustements internes modifient les marges de manœuvre. Autour d'Ibrahim Traoré, cette double lecture aide à comprendre pourquoi les mêmes indicateurs peuvent signaler à la fois une tension immédiate et une capacité d'adaptation progressive. Le rôle de cette partie n'est donc pas de trancher. Il est de clarifier les hypothèses, d'en exposer la cohérence et de préparer l'analyse des effets concrets qui découlent de ces dynamiques croisées. À ce stade, la dynamique bascule sans bruit apparent. Les déplacements et comportements observés jusque-là cessent d'être la source principale d'information. L'analyse se recentre sur l'exploitation méthodique des éléments saisis, téléphone, ordinateur, documents physiques. Cette transition marque l'entrée dans une phase où les correspondances, les flux et les métadonnées deviennent les indicateurs centraux d'un schéma plus large. Les rapports décrivent ce changement de focale avec précision. L'observation comportementale, utile pour détecter des signaux faibles, cède la place à une consolidation documentaire plus exigeante. Les analystes examinent les contenus, croisent les contacts, établissent des liens fonctionnels entre des échanges dispersés. Aucun élément n'est interprété isolément. Chaque donnée est replacée dans une cartographie progressive destinée à distinguer interactions opportunistes et structures répétitives. C'est ici que l'incident initial se reconfigure pleinement. Il n'est plus appréhendé comme une séquence close, mais comme un point d'entrée vers une architecture d'interaction plus dense. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît alors indirectement, non comme sujet d'analyse, mais comme paramètre du contexte institutionnel dans lequel ces vérifications techniques prennent sens. Cette révélation médiane change la lecture de l'ensemble. Elle montre que la compréhension ne progresse pas par éclat spectaculaire, mais par approfondissement patient. Le cœur de la séquence n'est pas l'arrestation elle-même, mais la capacité du système à transformer des traces matérielles en connaissances exploitables. Les informations disponibles permettent de structurer les effets observés selon 4 catégories fonctionnelles distinctes. Cette segmentation n'a pas pour objectif d'interpréter l'incident de manière politique, mais de comprendre comment une même séquence opérationnelle produit des ajustements mesurables dans différents segments du système. Autour d'Ibrahim Traoré, ces effets apparaissent comme des conséquences indirectes d'une vigilance accrue et d'une reconfiguration progressive des priorités. Du côté des administrations publiques, l'impact se manifeste en premier lieu sur les chaînes décisionnelles. Les services concernés doivent maintenir la continuité des procédures tout en intégrant de nouveaux seuils d'alerte. L'écart de 17% dans les flux internes devient un repère opérationnel pour recalibrer les temps de traitement et renforcer la coordination interservices. La charge analytique augmente, mais elle s'accompagne d'une clarification des responsabilités et d'une hiérarchisation plus stricte des signaux à traiter. Pour les entreprises et les secteurs économiques, les effets se lisent principalement dans la planification et la gestion des coûts. Les variations observées dans les revenus miniers et les dépenses de sécurité modifient indirectement les équilibres logistiques. Les acteurs exposés doivent absorber des fluctuations, ajuster leur partenariat et intégrer une part d'incertitude accrue dans leurs projections. L'incident agit ici comme un test de robustesse organisationnelle, révélant les capacités d'adaptation face à des priorités budgétaires mouvantes. Du côté des populations et des usages quotidiens, les conséquences sont plus diffuses mais réelles. Les ajustements administratifs et logistiques peuvent influencer l'accès à certains biens, les délais de service ou les routines locales. Les rapports évoquent des méthodes neutres pour mesurer ces micro-variations, comparaison de prix, observation des flux, enquête rapide. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré constitue un paramètre de sensibilité, accentuant l'attention portée à la continuité perçue des services. Enfin, pour les régions et zones exposées, l'analyse porte sur la capacité d'absorption des perturbations. Les infrastructures locales, la circulation économique et les réseaux logistiques sont observés afin de déterminer si les effets restent circonscrits ou s'ils se diffusent vers des zones voisines. Les documents
montrent que cette diffusion dépend surtout de la densité des interactions extérieures et de la flexibilité des structures locales. Pris ensemble, ces 4 registres décrivent une série d'ajustements cohérents avec la logique de surveillance et d'exploitation documentaire des détaillés quartiers précédemment. Ils ne traduisent pas une rupture, mais une adaptation graduelle. Autour d'Ibrahim Traoré, ces conséquences concrètes offrent une lecture fonctionnelle de la manière dont un système absorbe des signaux successifs et redéfinit ses équilibres sans communication spectaculaire. Les informations disponibles se prêtent à une projection prudente en 3 scénarios distincts. Il ne s'agit pas d'anticiper une trajectoire politique, mais de structurer une lecture des risques opérationnels à partir des dynamiques déjà observées. Chaque scénario repose sur les mêmes paramètres mesurables, mais en explore des combinaisons différentes. Autour d'Ibrahim Traoré, cette modélisation aide à comprendre comment un système peut évoluer sans rupture visible. D'abord, le scénario de la continuité maîtrisée. Les ajustements actuels se prolongent sans accélération notable. Les variations des flux internes restent contenues. Les ressources issues de l'or stabilisent certains équilibres et les dépenses de sécurité continuent d'assurer une vigilance soutenue. Les cycles administratifs demeurent fonctionnels. Les procédures affinées lors des phases précédentes deviennent la norme. Ce scénario privilégie l'adaptation progressive et la réduction des incertitudes par la routine analytique. Ensuite, un scénario plus favorable correspond à une consolidation accrue. Les mécanismes de coordination gagnent en efficacité. Les données exploitées améliorent la prévisibilité des décisions et la cohérence des chaînes opérationnelles. Les ajustements économiques sont absorbés avec un coût limité. Dans cette hypothèse, les outils mis en place après l'incident renforcent la capacité d'anticipation et réduisent la dispersion des signaux. Autour d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire se caractérise par une montée en maturité institutionnelle. Enfin, un 3e scénario envisage des contraintes renforcées. Certaines ressources se raréfient, des perturbations extérieures affectent les chaînes logistiques et la baisse des aides conditionnées pèse davantage sur les marges d'adaptation. Les mécanismes de supervision sont plus sollicités. Les coûts d'ajustement augmentent. Dans ce cadre, une formulation conditionnelle s'impose. Si les signaux faibles s'intensifiaient, alors la charge analytique pourrait dépasser les capacités d'absorption existantes. Ces 3 scénarios ne s'excluent pas. Ils décrivent des trajectoires possibles à partir d'un même socle factuel. Leur utilité tient à la méthode qu'ils proposent. Observer les transitions plutôt que les instantanés. Relier les indicateurs plutôt que les isoler. Et rappeler qu'un système évolue par ajustements successifs, non par basculement soudain, dans un environnement où les décisions prises autour d'Ibrahim Traoré restent étroitement liées à la lecture des signaux disponibles. Ici, l'analyse se recentre sur les répercussions perçues par différents groupes, directement ou indirectement exposés à la séquence décrite. L'objectif n'est pas d'individualiser des responsabilités, mais de montrer comment des ajustements institutionnels et techniques se traduisent concrètement dans les expériences quotidiennes. Autour d'Ibrahim Traoré, ces effets prennent une visibilité accrue, car le contexte renforce l'attention portée à la continuité et à la fiabilité des systèmes. Pour les jeunes actifs et professionnels en début de parcours, les variations observées agissent comme des signaux précoces. Les rapports soulignent des changements dans les environnements de travail, les priorités de recrutement et la valorisation de certaines compétences liées à la sécurité, à l'analyse de données ou à la logistique. Ces publics perçoivent rapidement les modifications de rythme administratif et les exigences accrues de conformité. Une attention portée à l'évolution des profils recherchés constitue ici un indicateur utile. Du côté des ménages établis et des communautés locales, les effets se manifestent davantage dans les routines. Les ajustements logistiques et budgétaires peuvent influencer la disponibilité de certains services, les délais de traitement ou la stabilité des prix locaux. Même lorsque ces changements restent limités, leur accumulation modifie la perception de continuité. Les documents mentionnent l'usage d'outils simples pour en suivre l'impact, comme des comparaisons de flux ou des relevés réguliers de prix. Enfin, pour les acteurs mobiles ou externes, tels que la diaspora, les partenaires techniques ou les structures hors territoire,
l'attention se porte sur la fluidité des échanges et la circulation de l'information. Les interactions révélées lors de l'exploitation des données montrent une densité de réseau qui nécessite une adaptation constante. Dans ce cadre, la stabilité des canaux de communication devient un critère central d'évaluation. Ces trois registres illustrent une même réalité. Les ajustements décrits ne restent pas confinés aux sphères techniques. Ils diffusent, à des degrés variables, vers les acteurs qui composent l'environnement social et économique. Autour d'Ibrahim Traoré, cette diffusion renforce l'importance d'une lecture fine des signaux, attentive aux usages autant qu'aux structures. Les documents disponibles permettent de structurer une feuille de route en plusieurs axes, non pour prescrire une action politique, mais pour transformer une observation isolée en capacité d'apprentissage institutionnel durable. Cette démarche répond à une logique simple, consolider ce qui a été révélé par l'enquête et réduire la probabilité que des signaux faibles soient ignorés à l'avenir. Autour d'Ibrahim Traoré, cette structuration vise avant tout la robustesse fonctionnelle. D'abord, l'accent est mis sur la consolidation des mécanismes de surveillance. Il s'agit d'intégrer les flux d'informations existants, de définir des seuils d'alerte cohérents et d'assurer une lecture partagée des indicateurs. Les critères de suivi portant sur la rapidité de détection, la cohérence des données et la capacité à distinguer une fluctuation normale d'une dérive persistante. Ensuite, l'attention se porte sur la gestion optimisée des ressources critiques. Les rapports évoquent la nécessité de cartographier les capacités disponibles, d'identifier les dépendances sensibles et de garantir la continuité logistique. Les mesures associées évaluent la redondance des stocks, la mobilité des équipes et la résilience des chaînes d'approvisionnement. Puis, l'attention concerne la communication interne et la sensibilisation. Des modules de formation, des outils de coordination et des protocoles partagés permettent de réduire les erreurs opérationnelles. L'efficacité se mesure par la clarté des messages, l'adhésion des unités concernées et la diminution des interprétations divergentes. Après cela, l'objectif vise les partenariats techniques. Harmoniser les protocoles, mutualiser certaines capacités et renforcer la coopération permet d'améliorer la fluidité des échanges. Les indicateurs portent sur la rapidité d'exécution et la compatibilité des procédures. Enfin, l'attention porte sur l'évaluation continue. Des audits réguliers et des retours d'expérience structurés assurent l'ajustement des priorités. Ce cycle renforce la capacité d'absorption du système lorsque des variations sensibles apparaissent autour d'Ibrahim Traoré. Le motif central qui traverse l'ensemble des documents réapparaît ici avec netteté, la capacité d'un système à apprendre de ses propres traces. Ce fil discret relie les séquences décrites, depuis l'identification d'un signal faible jusqu'à la consolidation de procédures plus robustes. L'incident initial, replacé dans cette continuité, cesse d'être un événement isolé pour devenir un point d'appui analytique. Les phases successives, observation patiente, vérification croisée, exploitation documentaire, ajustement progressif, paraissent d'abord fragmentées. Leur articulation révèle pourtant une cohérence profonde. Chaque étape nourrit la suivante. Chaque écart détecté affine la compréhension globale. Cette dynamique montre que la solidité opérationnelle ne dépend pas d'un outil unique, mais de la continuité de l'effort analytique. Autour d'Ibrahim Traoré, ce rappel prend une portée particulière. Les documents ne décrivent pas une rupture spectaculaire, mais une maturation méthodologique. La stabilité ne provient pas de l'absence de pression, mais de la capacité à l'intégrer sans perdre la lisibilité des mécanismes internes. Ce déplacement du regard, du fait vers le processus, constitue l'essentiel de l'apprentissage. Une phrase suffit à en résumer la portée. Un système se renforce lorsqu'il s'est relié, ajusté et intégré. Ce constat n'appelle pas une conclusion fermée, mais un retour au motif initial. Comprendre comment une observation devient connaissance durable éclaire l'ensemble du parcours analytique présenté ici. Pour finir, cette partie n'a pas vocation à clore le sujet, mais à ouvrir un espace de réflexion partagée. Les éléments présentés montrent qu'une compréhension fine des mécanismes repose moins sur des réponses immédiates que sur la confrontation de méthodes, d'expériences et de points de vue. Dans un contexte où les ajustements décrits autour d'Ibrahim Traoré suscitent une attention accrue, l'échange devient un outil d'éclaircissement collectif.
Pour le spectateur, l'enjeu dépasse le cas analysé. Il s'agit de reconnaître des schémas reproductibles, de comparer des dynamiques observées ailleurs et de questionner la manière dont des systèmes réagissent face à des pressions graduelles. Les situations évoluent, mais les méthodes d'analyse, elles, gagnent à être discutées, affinées et parfois contestées. C'est dans cette confrontation raisonnée que la compréhension progresse. Cette réflexion gagne aussi à intégrer une dimension sociale et symbolique. Les décisions techniques, même discrètes, influencent la perception de stabilité, de continuité et de confiance. Les observer avec distance critique permet de dépasser la réaction immédiate pour interroger les mécanismes sous-jacents. La question reste donc ouverte volontairement. Quels autres signaux mériteraient d'être examinés pour prolonger cette lecture et quels cadres d'analyse vous paraissent les plus pertinents pour comprendre des dynamiques similaires à l'avenir ?